Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 2 décembre 2018, le dernier mois de l'année, avec en perspective l'élection présidentielle de 2019 qui va dominer nos échanges entre El Hadj Ibrahima Sall et moi-même. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Vous êtes économiste, philosophe, président de l'Université de l'Ouest africain. Vous êtes surtout politique, ancien ministre du plan du président Abdou Diouf. Demain la République est le nom choisi de votre parti, ou la République de demain, pour vous titiller un peu. La République est-elle à construire au Sénégal, selon vous? Ah oui, bonjour Mamoudou. D'abord, je voudrais saluer les auditeurs et vous remercier et vous dire l'honneur que vous me faites à chaque fois que je me présente devant vous. Et c'est bien sûr l'occasion pour moi de saluer vos qualités reconnues de professionnels et de talent, d'hommes de talent. Merci. Et bien entendu, la République est à construire, elle est à construire entièrement et c'est notre projet. C'est le projet de toute la presse, c'est le projet des partis politiques, c'est le projet, puisque la République c'est l'affaire de tous, mais de tous les citoyens. Et je pense que c'est un horizon qui doit être l'horizon de notre action et de nos projets. La République à construire, où se trouvent les difficultés dans ce processus, dans cette construction? Parce que quand même, le Sénégal est indépendant depuis 1960. Mais tout à fait. Deux grandes directions. La première direction, mais c'est l'éducation. Nous ne pouvons pas avoir une république si nous n'avons pas de citoyens et nous ne pouvons pas avoir de citoyens si nous n'avons pas des personnes instruites et éduquées. Donc c'est le premier point. Et l'éducation, c'est un immense projet. Et quand je parle d'éducation, il ne s'agit pas seulement d'éducation formelle. Il s'agit aussi d'éducation de tout le monde. Vous voyez bien les enjeux pour la presse. Vous voyez aussi qu'il s'agit de l'éducation informelle et aussi de l'éducation religieuse, qu'elle soit islamique ou non islamique. Et c'est tout ça la République, mais c'est donc ce projet-là qu'il faut reconstruire. Et c'est le premier problème. Donc notre combat contre l'obscurantisme, contre l'analphabétisme, tant qu'il n'est pas gagné, la République posera un problème parce qu'il restera toujours des pans entiers à construire. Il y a un deuxième aspect maintenant, mais qui est plus conjoncturel et qui est moins général, mais qui est l'affaissement de l'État. Parce que tout simplement, nous avons vécu, à mon avis, 20 ans où l'État s'est complètement affaissé et qu'il s'agit de redresser et de reprendre. Et nous reviendrons sur ça certainement quand nous parlerons des enjeux et des grandes réformes qui doivent être mises en œuvre, dont la réforme de l'État. Donc aujourd'hui, devant un peuple qui n'est pas tout à fait éduqué et bien alphabétisé, devant un État qui n'est pas en place et qui tout le temps montre des signes de déficit ou de déficience, effectivement, le projet de construction de la République est à l'heure puisque nous avons des problèmes. Et peut-être que vous dites 60 ans, mais 60 ans, c'est pas beaucoup à l'échelle d'une nation. Et je pense que nous devons nous engager résolument à la reconstruction de la République et de notre jeune nation. Alors, porteur d'un projet de société, on aurait pu comprendre aisément que vous vous présentiez à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Eh bien non, El Hadj Ibrahima Sall n'est pas candidat, c'est ce que j'ai cru comprendre, puisque vous avez assisté hier au congrès d'investiture du président Macky Sall. Oui, je vous remercie. Je voudrais d'abord vous dire, Mamoudou, c'est tout à fait vrai que hier j'ai été personnellement invité par Monsieur le Président de la République. Et jusque-là, c'est le seul des candidats qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Donc j'ai répondu à son invitation et j'ai été éduqué dans une famille où on aime remercier et où on aime justement rendre les dettes de courtoisie de manière systématique. Alors, cela étant... vous êtes candidat ou vous n'êtes pas candidat? Je suis allé parce que, je ne suis pas candidat et j'ai décidé que je le soutiendrai. Ah oui? Et tout à fait. Et nous reviendrons dans les détails après. Bon, on y est. Je ne suis vous pas, le soutenez voilà, dans mais quelles je ne suis conditions? pas candidat. Non, oui. mais justement, mais je ne suis pas candidat, mais parce que tout simplement, oui. Nous sommes dans un contexte un peu particulier. D'abord, nous sommes dans un contexte de terrorisme. Nous avons le salafisme qui frappe à nos portes. Nous sommes dans un contexte particulier parce que je ne veux pas que le Sénégal bascule dans un scénario catastrophe
marquée et condamnée par des règlements de compte. Et la troisième chose, c'est que je ne veux pas non plus que les coûts d'apprentissage, mais de l'alternance, se multiplient parce que ça fait 20 ans que nous souffrons de ça. Parce que vous pensez qu'en cas d'alternance en 2019, il y aurait un coût à payer, mais le Sénégal a toujours payé ce coût. Non, mais le Sénégal a payé ce coût une seule fois. En 2000, en 2000, et c'est justement... Non, 2012, il y avait une continuité, parce que c'était presque la même équipe, mais c'était une révolution de palais dans la même famille. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, quand je vois l'État fonctionner, je me dis, c'est toujours... Il y a un État toujours pré-2000 et il y a un État post-2000 dans ce Sénégal, et nous continuerons encore d'en faire les frais. Aujourd'hui, qu'il s'agisse des dysfonctionnements du service public, des dysfonctionnements de la fonction publique, du dysfonctionnement de l'État lui-même, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de payer et qui est dû au fait de l'alternance. Alors, quand vous y rajoutez, mais la situation du Mali, que je connais bien, parce que moi j'ai négocié pendant combien d'années? J'ai négocié pendant 6 ans avec tous les mouvements rebelles et toutes les forces rebelles qui sont en train d'occuper aujourd'hui le Mali. Donc je les connais tous. Et j'ai discuté avec eux et je connais la gravité de la situation. C'est une situation qui est désastreuse, qui frappe à nos portes. Et devant cela, j'ai pensé mais qu'il fallait mieux s'unir que de se tirailler ou en tout cas de contribuer à entretenir un climat délétère qui serait préjudiciable au Sénégal. Pourquoi le président Macky Sall devrait être ce candidat-là, derrière lequel il faudrait se ranger? Vous auriez peut-être pu vous présenter ou soutenir un autre candidat de l'opposition, et les opposants pourraient vous rétorquer en disant mais la démocratie, il faut qu'elle vive. Mais tout à fait. Mais la démocratie... Il faut qu'elle soit plurielle. Il faut avoir plusieurs candidats, non, en compétition. Mais tout à fait. Oui. Tout à fait. Aujourd'hui, si j'avais eu en face du président de la République un candidat qui assurerait la continuité de l'État et dont je suis sûr qu'il ne ferait pas basculer ce pays dans un contexte de règlement de compte, j'aurais pu. Effectivement, vous avez parfaitement raison, j'aurais regardé les propositions, les programmes, et je les aurais comparés aux propositions et au bilan du président de la République sortant. Je l'aurais fait sans aucun problème. Mais seulement, ce que je vois aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Quand j'entends le discours, quand j'entends les solutions, les programmes, les propositions qui sont faites, mais je me rends compte que effectivement que ce n'est pas la même chose et que nous courons des risques. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pris en bonne conscience, en toute liberté, en toute indépendance, la décision, mais de soutenir le président de la République actuel. Même si, bien entendu, il y a énormément de choses à améliorer. Il y a énormément de choses à changer dans ce pays. Vous dites droit d'inventaire. Je dis droit d'inventaire. Je dis, premièrement, il a fait un mandat de redressement sur lequel il y a eu des choses très claires. Par exemple, depuis 40 ans, mais sur le plan économique, on n'a jamais eu 5 ans successifs de taux de croissance supérieur à 6%. Ça, c'est un fait et c'est intéressant. Le deuxième point, c'est qu'il y a des secteurs comme l'énergie qui ont fait l'objet de redressement, avec des puissances installées qui ont augmenté, le coût d'achat de l'énergie qui est passé de 90 à 25 francs, mais pour la Sénélec. Et puis, il y a eu aussi des problèmes qui n'ont pas été réglés depuis 60 ans qui l'a réglé. C'est premièrement la connexité de notre territoire. Désormais, on pourra quitter Kaolack, aller en Casamance en passant par un pont, c'est important. Le pont de Rosso va être... ils vont poser la première pierre dans 2-3 semaines. Donc ça, c'est des problèmes qui étaient là depuis 1960. Et je ne parle pas de l'inclusion de l'enseignement religieux musulman islamique, le Coran, dans la Constitution et dans l'État qui permet aujourd'hui aux écoles coraniques de bénéficier des mêmes subventions que les écoles françaises. Et ça, c'est important. Et enfin, je ne parle pas non plus de la volonté de décoloniser économiquement notre pays, puisque qui eût imaginé un seul instant que le président de la Chine vint au Sénégal
et à être accueilli par le président de la République du Sénégal dans un pays qui était considéré comme le prototype mais du précaré français. Et le président Macky Sall a non seulement reçu le président de la Chine, mais en plus de l'avoir reçu... Mais les critiques qu'on entend souvent, c'est que le président Macky Sall roulerait pour la France. Oui, mais justement, et c'est ça le paradoxe. Et je pense que c'est ça mon rôle et c'est ça notre rôle. Moi, je ne peux pas enclencher une chanson mais populaire et ne pas prendre le risque, le recul de regarder. Quand on regarde aujourd'hui, on se voit que, le président de la Chine est venu au Sénégal. Deuxièmement, le président du Sénégal a présidé le forum Chine-Afrique, mais c'était inimaginable. De Diouf, en passant par Wade jusqu'à Senghor, c'était inimaginable. Vous dites droit ou devoir d'inventaire. Quelles seraient vos réserves par rapport à la gestion du président Macky Sall depuis qu'il est au pouvoir? Ah oui, mes réserves sont très claires. Moi, j'ai des réserves sur la réforme de l'État. Et je vais même plus loin. Tant que nous ne réformons pas l'État, nous n'aurons pas les résultats qu'il nous faudra et nous serions en sous-utilisation mais du potentiel, mais que le PSE permet. J'ai l'habitude de dire que le PSE est un plan, mais derrière le PSE, il y a l'organisation qui doit la mettre en œuvre, mais c'est l'État. Il y a les mentalités qui doivent les mettre en œuvre. Et donc tout cela, mais ça demande des réformes profondes sur le système éducatif, mais sur les processus collectifs et sur la réforme de l'État. Et justement, mais sur la réforme de l'État, c'est une réforme sur 3 piliers. C'est d'abord une réforme de la fonction publique. Et la réforme de la fonction publique, mais c'est une réforme des corps aujourd'hui de fonctionnaires qu'il faut aller réformer en partant de la base, en amont. Ça veut dire depuis l'ENAM. Donc il y a une grande réforme de l'École nationale d'administration. Il y a une réforme de la fonction publique. Il y a une réforme des corps d'inspection, puisqu'on ne peut pas, dans un État aujourd'hui moderne, ne pas penser à la gouvernance de contrôle. Et puis, après ça, il y a tous les services publics de l'État. Aujourd'hui, vous allez dans un service public, mais vous avez des problèmes. Que ce soit à la police, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans je ne sais même pas. Pour avoir un extrait de naissance. Avoir un extrait de naissance. Oui. Et tout ça, c'est la réforme de l'État. Et enfin, il faut réformer l'État, restaurer l'autorité de l'État, parce que l'autorité de l'État n'est pas respectée. Et c'est pour ces raisons-là qu'il nous faut une grande réforme de l'État portée par les plus hautes autorités du pays, par le président de la République et par le Premier ministre. Et c'est ça la question et c'est la clé et c'est l'enjeu du mandat prochain qui, à mon avis, doit être un mandat de transformation de notre pays. Le jury du dimanche sur iRadio reçoit l'ancien ministre du Plan, Elhadji Ibrahima Sall, à la tête également du parti Demain la République. Il vient de nous en donner la primeur. Il soutient la candidature du président Macky Sall. Mais revenons sur l'investiture du président sortant samedi. Investiture en présence de chefs d'État étrangers. Certains pourraient dire, mais de quoi je me mêle en voyant les présidents ivoiriens Ouattara, Mauritanien Aziz, Gambien Barrow, Libérien Weah. Oui, mais c'est vrai. Quelle explication vous avez raison à la présence de ces chefs d'État étrangers? D'abord, moi, je vais vous dire mon pressentiment par rapport à ça. Oui. Je n'avais jamais visité ces endroits-là et je n'avais jamais mis un pied à Diamniadio. Mais c'était la première fois. Mais j'étais impressionné par 2 choses. Mais j'étais impressionné d'abord par le bâtiment, par l'ouvrage. Dakar Arena. Ah oui, et j'ai vu le président Ouattara et le président Weah discuter et regarder pendant des minutes absents, mais ils contemplaient l'ouvrage. Et je pense que ça, c'était le premier point. Le deuxième point, donc j'ai vu des présidents admiratifs et admiratifs du Sénégal. La présence de 4 chefs d'État étrangers à l'investiture d'un candidat, justement, le président sortant. Mais je viendrai, mais oui. Un petit détail aussi, mais qui m'a frappé. J'ai été frappé, mais par la simplicité et par l'humilité de la première dame. Elle a porté la même tenue que les militants qui étaient dehors et qui ne pouvaient pas entrer. Ça veut dire les tissus de Lagos qui sont distribués à tous les militants de base. Et j'ai trouvé ça très fort comme symbole et très important. Alors, maintenant, sur le fond, moi, ce que j'ai vu, mais c'est un président qui était respecté par ses pairs. Et je le dis parce que quand même, il faut se rendre compte que quand vous avez le président de l'Internationale libérale,
qui fait un discours pour dire que oui, ils se sont battus depuis des années sur les libertés et qu'ils pensent que le Sénégal est un exemple. Et ils le confirment à ce qu'ils ont vu, à la place des femmes dans les institutions dans ce pays. Après, vous avez qui? Vous avez le Parti communiste chinois. Ça veut dire mais des communistes. Là, oui. Vous avez les extra-capitalistes et vous avez mais les communistes. Et vous avez le vice-président, non seulement qui prononce son discours d'appui, d'investiture, vous avez une résolution du bureau politique chinois. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire au moins que le président de la République, Macky Sall, a des talents géopolitiques pour pouvoir faire venir dans un congrès d'investiture. Il se dit quand même libéral. Et des communistes, oui. Mais libéral social. Il se dit libéral social, mais comme les socialistes disaient, mais socialisme et libéral à l'époque, ou socialisme de marché. Mais c'est la même chose. Non, mais il y a une mort des idéologies, évidemment. Arrêtons-nous sur ces 4 chefs d'État de la sous-région qui tout à fait, qui étaient présents à cette investiture. Et Aziz aussi, présent aux investitures. Oui. Je pense que ça a un aspect dissuasif demain sur un policier ou un garde-frontière mauritanien qui aura envie de tirer sur un Sénégalais, sur un pêcheur sénégalais. Je pense que c'est important, c'est des symboles qui sont très forts. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un opposant, à l'occasion de son investiture, puisse inviter un chef d'État étranger? Non, mais bien évidemment non. Oui. Aucun chef d'État ne se donnerait la latitude de venir répondre à une invitation d'un opposant. Comment on peut expliquer cela? Mais c'est un problème de politesse. Il y a la politesse des manières, il y a la politesse du cœur qui est il y a la politesse mais de l'esprit mais qui est de l'intelligence, mais qui fait que ces choses-là mais ne sont pas acceptables. Vous ne pouvez pas être président, mais parce que ce serait une ingérence. Ce serait une ingérence. Non, ce serait pas une ingérence, mais ce serait une indélicatesse, parce que vous ne pouvez pas représenter officiellement un pays, une nation, et puis aller appuyer, encourager d'autres candidats dont le rôle est de se substituer ou de prendre la place ou de remplacer mais le président sortant. Je vous donne un exemple très simple. Maître Abdoulaye Wade, il a accédé au pouvoir ici au Sénégal en se battant seul. Il n'était reçu ni par Lionel Jospin, ni par le président Chirac. Pendant tout le temps qu'il était dans l'opposition, mais personne n'avait voulu le recevoir. Mais parce que c'est les règles qui font que quand vous êtes un chef de l'État, mais vous ne pouvez pas accueillir des opposants ou aller à leur meeting. Mais c'est élémentaire à mon avis. Est-ce que le PDS et Rewmi, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'international libéral, qui justifie d'ailleurs la présence des présidents que je viens d'énumérer tout à l'heure, est-ce que le PDS et Rewmi ont raison ou tort d'avoir boycotté les assises de cette internationale libérale à Dakar? Moi, je pense qu'il ne faut jamais boycotter. Quel que soit le cas de figure, il faut toujours aller dire et faire porter sa voix et dire à haute voix ce qu'on pense, et même quand on n'est pas pour. Ils ont tort? Je ne dirais pas comme ça, mais je ne l'aurais jamais fait à leur place. J'aurais exprimé mes idées et ma voix et mes convictions clairement, honnêtement. Parce que je pense que c'est important. On est dans une société où personne ne peut boycotter personne. On vivra tous ensemble. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc il faut construire. Même nos désaccords doivent être construits, discutés, débattus. Aliou Diassé, il me semble que c'est la question 2 de cet auditeur qui s'adresse justement à El Hadji Ibrahima Sall sur la décision du Parti socialiste avec lequel vous avez siégé au gouvernement du président Abdou Diouf de soutenir la candidature du président Macky Sall. Nous écoutons cet auditeur. Je pense que c'est la question 2. Je m'appelle Sekhona Touré, j'appelle depuis Abidjan. Je voulais demander votre invité, le grand économiste expert El Hadji Ibrahima Sall, si l'économie sénégalaise se porte mal ou bien l'économie sénégalaise porte bien. Comme il était ancien ministre d'Abdou Diouf, peut-être il est membre du Parti socialiste. Comment il a vu un grand parti comme Parti socialiste, un parti cinquantenaire, un parti de l'indépendance, un parti qui a bâti toutes les institutions du Sénégal, comme disait Babacar Justin Ndiaye. Une grande élection présidentielle, une grande incidence à venir, qui est l'élection présidentielle qui se doit lier le 24 février 2019. Grand PS n'est pas candidat, soutient un candidat. Ça n'a jamais lié depuis 1960, depuis la création du Parti socialiste.
Sa première question, c'est sur l'économie sénégalaise. Est-ce qu'elle se porte bien ou mal? Mais nous allons y revenir. Il demande maintenant, question politique, comment vous appréciez la décision du PS de ne pas se présenter ou présenter un candidat et de soutenir le président Macky Sall? Si aujourd'hui j'étais militant du Parti Socialiste, ma réponse aurait été très claire, mais je lui aurais dit. Mais malheureusement, aujourd'hui, je dirige un parti qui s'appelle Parti de la République et je ne peux pas me permettre de m'ingérer dans les affaires intérieures du Parti Socialiste. Les affaires du Parti Socialiste sont les affaires du Parti Socialiste. Il appartient aux socialistes d'en délibérer. Moi, je peux m'exprimer en revanche sur les affaires de la nation, sur les affaires du Sénégal, mais jamais sur les affaires intérieures du PS ou de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar. Le jury du dimanche, El Hadji Ibrahima Sall, attaquons les questions économiques avant de dire si l'économie sénégalaise se porte bien ou mal. Le Sénégal est-il sur la voie de l'émergence au regard du bilan du président Macky Sall qui s'apprête à remettre son mandat en jeu? Oui, alors moi, comme je suis économiste, je n'aime pas répondre rapidement mais de façon lapidaire. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal, depuis 2012, le président de la République a entrepris un programme de redressement économique qui, comme je viens de le dire, est en train de donner de bons résultats, de très bons résultats. Le résultat, je vous l'ai dit, jamais depuis 40 ans au Sénégal, on a eu 5 ans de taux de croissance supérieur à 6. C'est une avant-première, c'est des faits objectifs et c'est sur ça qu'il faut avancer. La deuxième chose, c'est que la mobilisation des ressources de financement pour les grands projets et les programmes de ces pays n'ont jamais été plus importants. Ceci étant, maintenant, ce n'est pas la fin du monde. On ne conclut pas comme ça une économie. Il y a tous les aspects qui doivent être, à mon avis, des objectifs de politique économique et sociale et qui, pour l'instant, mais ne sont pas très bien intégrés. Je pense à l'emploi, je pense à l'inégalité, aux inégalités, mais de façon générale, et je pense à tout ce qu'on appelle mais la transformation structurelle de l'économie. Et voilà des critères qui sont très importants dans la conduite d'une politique économique et qui, à mon avis, ne sont pas aujourd'hui suffisamment intégrés. Mais notre pays a été redressé. C'est sûr, le mandat qui vient de s'achever a réussi un redressement économique sans discussion. Ce qui doit se passer pour le mandat prochain, c'est un mandat de transformation, une transformation structurelle de l'économie. Et sur ça, il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup d'actions qu'il faudra faire pour que, en fin de compte, qu'il y ait un impact réel sur les inégalités et sur l'emploi. Donc, un économiste, bon, je me dis, l'économie sénégalaise est sur la bonne voie, mais nous devons plus. Ma question est précise. Est-ce qu'elle est déjà sur la voie de l'émergence? Justement, moi, je ne suis pas de ceux qui utilisent l'émergence, mais je fais partie d'une école en économie où, bon... Ancien ministre du plan, quand même. Hein? Oui, mais vous me dites développer, oui, mais je sais ce que c'est. Émerger, bon, mais c'est un discours qui est apparu en 98. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la voie du développement, nous y sommes. Il nous faudrait la consolider avec des actions qui vont se produire au niveau du second mandat. Qu'est-ce que la phase 2 devrait corriger, puisque très prochainement, le Sénégal devrait aller devant le groupe consultatif de Paris? Moi, je pense que la phase 2, en termes d'investissement et de programme d'investissement, c'est parfait. Il faudra continuer à investir comme on a investi avec deux inflexions. La première inflexion, elle porte sur les procédures de sélection des investissements publics. Nous devons avoir plus de calculs, plus d'ordinateurs pour que chaque investissement, chaque franc public qu'on met dans l'investissement public et qu'on soit assuré que c'est le meilleur emploi qui a été fait. Ça me paraît important. Donc, renforcer au niveau de la planification les procédures de sélection des investissements publics et les procédures d'évaluation des investissements publics. Donc, ex ante, il faut bien les évaluer. Ex post, il faut bien les évaluer pour les corriger. Donc, ce dispositif-là, il est essentiel. Il va nous permettre de ne pas gaspiller de l'argent, ni de ne pas gaspiller du capital. Ça me paraît essentiel. Le deuxième aspect sur le PSE, qui me paraît important, donc, on poursuit le programme d'investissement et en même temps, encore une fois, on réforme l'État. On réforme l'État, on réforme l'État. Et ça, c'est l'action
coordonner au niveau du gouvernement, au niveau du chef de gouvernement, mais s'assurer de la réforme de l'État. Parce que si nous ne réformons pas l'État, on continuera de collecter de l'argent et de les investir et sans avoir l'impact social et économique qu'on voudrait avoir. Et enfin, les objectifs même de la politique économique au niveau du ministère de l'économie et des finances doivent être renforcés en y intégrant plus un critère d'emploi, un critère de réduction des inégalités et de transformation structurelle de l'économie. Et ça va loin, ça va jusqu'à la politique industrielle, ça va jusqu'aux politiques de l'innovation, ça va jusqu'aux politiques de paiement. Donc c'est ces aspects-là qui me paraissent importants à mon avis. Question de Seydou Tall Mbaye, question Facebook. Que pensez-vous du PSE du président Macky Sall, de la solution de Sonko? Il fait allusion au livre d'Ousmane Sonko, justement intitulé Solution, du PAS de Malick Gakou, tous candidats déclarés à l'élection présidentielle. Bon, d'abord, la première chose, c'est qu'il ne faut pas faire de confusion. C'est des documents qui n'ont pas les mêmes objectifs ni le même niveau. Aujourd'hui, le PSE, c'est un document qui a fait l'objet d'une analyse d'économistes pendant 3 ans et de concertation, de très larges concertations au niveau du pays. Moi-même, j'ai corrigé, j'ai fait le contrôle de qualité du document et toutes les versions du PSE sont dans mon ordinateur parce que je fais partie des 2 personnes qui ont corrigé le texte. Donc, je suis au courant du processus. Donc, c'est un processus de 3 ans. Vous ne pouvez pas comparer un processus de 3 ans avec une centaine d'experts, avec des groupements qui ont donné leur opinion, qui ont fait des amendements à des documents de candidats qui tentent de faire des propositions et qui se sont enfermés 2 mois, 3 mois ou 6 mois même, mais pour écrire des propositions. C'est pas la même qualité et c'est injuste mais de vouloir les comparer. Et il est important de préciser que le PSE s'inspire certes du programme du candidat Macky Sall Yonou Yokoute, mais surtout de la stratégie nationale de développement économique et social. Mais tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et je me rends compte, mais c'est ça que je disais, mais vous êtes un excellent journaliste et ça, très peu de gens le savent. Un compliment comme ça pour un journaliste, ce n'est jamais flatteur, ce n'est jamais bon. Non, c'est vrai, mais parce que... Khalifa Diarraté, bonjour. Parce qu'il y a eu 3 versions, il y a eu 3 versions avant que le PSE ne devienne PSE. Il y a eu une PNDS, après une SNDS et après le PSE. Le PSE, c'est le dernier enfant qui a apporté des précisions, mais sur le portefeuille d'investissement public, mais essentiellement, c'est un long processus. Et c'est pourquoi, moi, ce que j'aurais conseillé aux candidats aujourd'hui opposants, c'est de ne pas essayer de se hisser au PSE, parce que... Solution d'Ousmane Sonko et passe de Malick Gakou n'ont pas la même valeur, la même teneur que le PSE. Mais bien entendu. Est-ce que vous avez vu un seul programme d'investissement dans ces documents? Non. Est-ce que vous avez vu une seule échéance? Non. Est-ce que vous avez vu? Non. Mais c'est des manifestes plutôt de politique économique où il y a des idées sur lesquelles on peut s'accorder. Question de notre auditeur maintenant tout à l'heure. L'économie sénégalaise se porte-t-elle bien ou mal? Au moment où on parle de tension budgétaire ou de tension de trésorerie, le ministre de l'économie a dit qu'il s'agit plutôt de tension budgétaire et non de tension de trésorerie. Comment se porte l'économie sénégalaise? Bon, d'abord, première chose, elle se porte bien, mais elle peut beaucoup mieux faire. Si vous voulez, on n'a rien compris. Si, elle se porte bien, mais elle peut beaucoup mieux faire. Elle se porte bien, ça veut dire que l'économie est correctement gérée, les grands indicateurs sont là, ils se comportent de façon très bien, mais qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Par exemple, mais sur les tensions de trésorerie, parce que c'est des tensions du trésor. Le ministre dit tension budgétaire. Non, moi je suis Vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est une tension de trésorerie. C'est une tension de Expliquez-nous. trésorerie. Mais je vous expliquerai mais pourquoi je le dis. Mais peut-être qu'on dit la même chose en ne pensant pas aux mêmes choses. Pourquoi je dis que c'est plus des tensions de trésorerie que des tensions budgétaires? Parce que pour moi, le budget, mais c'est un document prévisionnel. Ces tensions, elles sont réglées de fait, mais par le déficit et par la façon dont elle va être financée. Donc pour moi, de tensions, il n'y a que des tensions de trésorerie pour une raison simple. C'est parce que les cycles de dépenses et les cycles de décaissement et d'encaissement ne sont pas les mêmes. Vous avez besoin de sortir tout de suite de l'argent, vous vous retrouvez, mais vous n'avez pas les recettes. Et ça, encore une fois, je me demande pourquoi il y a eu tout ce débat sur la question. Parce que c'est une question qui n'est pas importante. Bien sûr, pour des... Mais comment expliquer au commun des mortels que le ministre de l'économie dise qu'on a plus de 300 milliards de réserves à la BCEAO
et qu'on parle en même temps de tension budgétaire ou de tension de trésorerie, c'est selon. Expliquez simplement aux Sénégalais. Mais je vais vous expliquer de façon y compris à moi-même. Oui, je vais vous expliquer très simplement, Madou, mais vous allez comprendre très simple. Oui. Aujourd'hui, vous êtes dans votre radio. Vous avez des recettes. Parce que moi, je peux venir demander une publicité et vous donner de l'argent. Et après, la dépense, demain, mais vous voulez faire une dépense, mais parce qu'il y a un micro que vous voulez acheter. Donc, vous avez des cycles d'entrée et des cycles de sortie. Et ces cycles-là ne se recoupent jamais. Il y a des moments où vous attendez de l'argent, mais il ne va venir que dans 3 mois ou dans 6 mois, alors que vous avez des dépenses présentes à exécuter. C'est pas grave. Ce que vous faites dans ce cas-là, ou bien l'entreprise avec qui vous traitez vous prête un crédit que l'on appelle crédit entreprise, ou bien vous avez un bon banquier qui vous dit j'ai de l'argent, je vous le prête, il n'y a pas de problème, ou bien vous vous levez, vous allez au marché financier, vous dites mais je lance un emprunt pour 15 jours. Et c'est ça les problèmes de trésorerie. Aujourd'hui, même si l'État du Sénégal avait eu des problèmes de trésorerie, rien ne l'empêchait d'aller lancer des bons du Trésor à 1 mois, à 2 semaines, à 3 mois. Donc ça, c'est pas un problème grave. Comment faire concrètement pour régler ces entreprises sénégalaises, PME et PMI, y compris vos écoles privées, puisque vous êtes le président de l'Université de l'Ouest africain. Comment procéder au règlement de... Mais moi, je suis un chef d'entreprise. Oui. Et j'ai couru sur une créance pendant 5 ans. Oui. Donc, je connais le problème. Je le vis. Et même, j'ai été obligé de fermer mon entreprise et de fermer une activité où 150 chefs de famille ont été mes licenciés. Donc, c'est un problème que je connais bien. Aujourd'hui, si le système marchait très bien, ça veut dire s'il y avait Imaginez, c'est des cas comme ça qui se multiplient. C'est une catastrophe pour l'économie. Comment régler cette ardoise? Mais je vis. On voit même des étudiants, tout à l'heure, vous faisiez le plaidoyer de l'éducation. On voit des étudiants aujourd'hui exclus d'universités privées parce que l'État doit de l'argent à ces établissements. Bon, alors d'abord, moi, j'en fais pas partie parce que j'ai jamais exclu un étudiant et je l'exclurai jamais. Et par principe. Et parce que je pense, mais de l'enseignement public et de l'enseignement privé. J'en fais, mais j'en fais avec une éthique particulière, une démarche particulière. Je ne donne des leçons à personne. Maintenant, ce qui se passe, comment régler ce problème-là? C'est qu'il y a 3 niveaux de règlement. Il y a d'abord le système bancaire et financier et qui a ses déficiences et qui fait que ce type de gap ne sont pas résolus. Moi, j'aurais pu, pour mon entreprise, bénéficier d'un prêt de ma banque. Mais le temps de couvrir est que l'État me paye. Donc, je n'arrive pas à avoir ça parce que le système financier a quelque part des problèmes. Et donc, tous ces problèmes-là, dans tous les pays du monde, mais ils ne sont pas réglés par l'État directement ni par des bons du Trésor. Mais l'État peut lancer des bons du Trésor pour le montant en question et puis régler les entreprises et avancer. Et bon, elle a des contraintes, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, essentiellement, c'est que c'est pas un problème macroéconomique majeur. C'est un problème qui est dur pour les chefs d'entreprise que je suis, pour mes employés. Mais du point de vue macroéconomique, une économie peut se porter très bien et poser des problèmes. Maintenant, avoir ce type de problème, mais de trésorerie. Maintenant, mais la solution du côté de l'État, c'est quoi? La solution du côté de l'État, c'est d'abord une meilleure programmation financière et budgétaire. Question suivante. Deuxième chose, c'est que souvent, le ministère de l'économie et des finances ne reçoit que la patate chaude, mais que lui filent les autres ministères techniques. Donc, c'est une programmation opérationnelle à améliorer avec les finances. Ça aussi, c'est une autre direction. Plus, comme je t'ai dit, la gestion de trésorerie de l'État, où elle peut émettre des titres de créances à très court terme, mais pour financer des gaps de trésorerie. Alioune Diassé, on va écouter la question numéro 3, je crois. Je demande juste le programme qu'il a pour le Sénégal en tant que candidat aux prochaines élections présidentielles. Et ma deuxième question est, que pense M. Sall de le slogan du président Macky Sall, un Sénégal de tous pour tous? En tant que candidat, qu'est-ce qu'il en pense? Candidat, vous ne l'êtes pas. Oui, candidat, je ne le suis pas, mais des idées et des programmes, j'en ai, c'est sûr. Et il a parfaitement raison. Et je pense que ce qui est important, le slogan pour tous, le Sénégal pour tous, est un slogan d'inclusion. Mais l'inclusion, c'est beaucoup de choses. L'inclusion, c'est d'abord essayer de se battre pour qu'il n'y ait plus de résidences
comment on dit, résidence, qu'on n'assigne plus des catégories ou des personnes à des résidences. Ça veut dire qu'il faut ouvrir, permettre la liberté, permettre la mobilité sociale. Ça veut dire d'abord, mais pour l'éducation, il faut de l'éducation aux couches les plus défavorisées. Il faut une égalité des territoires. Et il faut aussi se battre contre les situations de rente. On ne le dit pas assez, mais les situations de rente et les lobbies qui empêchent un bon fonctionnement de l'économie et un accès égal de tous aux opportunités économiques, c'est un autre aussi axe de combat. Khalifa Diakhaté, bonjour. Bonjour Mamadou. Votre rendez-vous, les 10 dernières minutes de Khalifa, ce sera dans 5 minutes. Mais je m'attendais tout à l'heure à une question économique, mais ce n'est pas grave, on la retrouvera quelque part dans la machine. Elhadji Ibrahima Sall, arrêtons-nous sur la dette de l'État, puisque tout à l'heure on parlait des difficultés de l'État à régler certains engagements. 564,2 milliards à fin 2018, soit un accroissement de 12,2% en 2017, 49% du PIB en 2018 contre 47,7% en 2017, en dessous donc de la norme de l'UEMOA qui est de 70% du PIB. Votre commentaire sur la dette de l'État? Bon, alors, mes commentaires sur la dette, il faut dire les choses de façon très simple. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas un niveau d'endettement à partir duquel on se casse les pieds. Il y a des pays qui ont la possibilité de s'endetter à 200%, il y en a d'autres qui se cassent la tête à partir de 30%. Donc, derrière la dette, il y a la question de la solvabilité et des ressources que vous avez. Pour l'instant, le Sénégal a découvert du pétrole et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand des institutions comme Moody's viennent faire de l'évaluation, ou S&P 500, quand ils viennent faire des évaluations, ils se basent mais sur les revenus futurs et sur les perspectives du pétrole. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas pénalisé malgré l'endettement. Donc, endettez-vous à condition que vous ayez les moyens de payer à l'avenir et qu'on évite des crises de remboursement. La deuxième considération, c'est que maintenant, il y a un autre problème qui, lui, est assez sérieux. C'est que la dette, elle est destinée à financer des investissements. Il faut s'assurer tout le temps que le coût de la dette soit inférieur au taux de rendement des investissements publics. Et là, encore une fois, vous avez besoin de bons processus de planification qui vous montrent que on s'endette à 9%, mais on les met dans des investissements qui sont à 17%. Deux exemples. Et ça, s'endetter pour construire le TER et l'autoroute Ila-Touba, est-ce opportun, est-ce pertinent? Voilà, aujourd'hui, moi-même, il faut dire que j'ai eu à faire des erreurs personnellement, à faire de mauvaises appréciations. Mais dans la vie, nul n'est parfait et on apprend. Ce que je voudrais dire sur ce plan-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux types d'investissements qu'il faut généraliser dans notre pays. Et vous comprendrez tout de suite pourquoi. Le premier type d'investissement, c'est tout ce qui renforce la confiance. Parce que tout simplement, mais c'est l'information, c'est tout ça. C'est les statistiques, c'est tout ça. Donc, parce que tout simplement, une économie qui n'a pas la confiance devient une économie de défiance ou de méfiance. Et dans une économie de méfiance ou de défiance, on n'investit plus. Donc, c'est capital, c'est le premier point. Le deuxième point, où il faut concentrer les investissements publics, c'est la mobilité. Autrement dit, sur le la TER mobilité et l'autoroute Ila-Touba, vous êtes bus tout à fait rapide, d'accord? Multiplier. Moi aujourd'hui, j'aurais été pour qu'on fasse 10 tramways à Dakar. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas mettre 2 heures de temps pour aller au boulot, 2 heures de temps pour rentrer dans une journée de 8 heures. Ça veut dire 50% de votre PIB se passe dans les transports et du temps perdu. Donc, tous les investissements qu'on doit faire aujourd'hui en matière d'infrastructure, c'est des investissements de mobilité, c'est des investissements de communication et de télécommunications. C'est capital, mais pour l'avenir de notre pays. Mais on ne peut pas émerger si on met 4 heures de temps dans les transports dans une journée de 8 heures. On va y aller très vite. 1 minute sur le CFA, puisque c'est l'heure de Khalifa Diakhaté, bien sûr. Khalifa Diakhaté. Lui, il est libre. Une minute concernant le franc CFA. Une sortie du franc CFA telle que préconisée par un des candidats déclarés, Ousmane Sonko, pourrait-il ou pourrait-elle être une réponse aujourd'hui? Alors, la première chose sur les questions de CFA, c'est que les questions de CFA sont des questions très techniques. Et on ne fait pas de la politique économique avec des convictions
pas plus qu'on fait de la philosophie avec des opinions. Aujourd'hui, la sagesse recommande, en matière de politique économique, avant que vous ne preniez une décision, que vous la fassiez éclairer par des études. Ça, c'était une introduction. Mais maintenant, sur le fond, premièrement, une sortie individuelle du Sénégal, du CFA, serait catastrophique et ruineuse. Ce serait une sortie suicidaire. Premier point. Deuxième chose, si on ne peut pas sortir seul, devons-nous sortir en groupe? Oui, c'est possible qu'on sorte en groupe, mais à condition que ce soit préparé. C'est pas parce que vous avez des problèmes... En sachant qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Non, mais je continue justement sur ça. C'est pas parce que vous avez des problèmes avec votre mari, que vous avez envie de divorcer, que vous allez sortir avec votre bébé à 3h du matin de la maison sans savoir où vous allez. Ça, c'est simple, c'est évident. Il faut préparer son appart, il faut... Pour résumer, vous n'êtes pas favorable à une sortie individuelle du Sénégal? Non, c'est-à-dire que je suis plus dur. Une sortie individuelle du CFA est suicidaire. Et deuxièmement, une sortie collective doit être préparée et maîtrisée parce que tout simplement, il faut avoir derrière non seulement un projet d'intégration économique, mais même un projet de gouvernance de la Banque centrale. Ça me paraît important. En quoi cette sortie serait suicidaire? Mais parce que tout simplement, on sort tout de suite le Sénégal, on a notre propre monnaie, la monnaie, elle va tomber jusqu'au plus bas. Et deuxièmement, sachant que notre monnaie va tomber plus bas, il y aura des attaques spéculatives contre notre monnaie, les réserves vont être fondues, et votre dette aujourd'hui qui est de 6 000 milliards va être 6 fois 5, va être 60 milliards. Voilà. Très bien. Khalifa Diakhaté. Bien le bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Vous avez voulu dire 60 000 milliards. Non, mais oui, mais je veux dire que 60 000 milliards. Mais la dette va être multipliée par 100. Très bien. Très bien. Alors, c'est un honneur d'être en face de vous. On n'est jamais très loin de l'Agora quand vous êtes présent. Moi, je vous vois tout le temps, je vous regarde tout le temps ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, première question, vous avez théorisé ce que vous appelez la société de confiance, et cela m'inspire la question suivante. Quelle marge de crédibilité vous accordez à la démarche qui semble à la mode d'ailleurs et qui consiste à se mettre en opposition avec l'ancienne génération de dirigeants, bien sûr, à qui l'on reproche souvent un manque de vision? Alors, très bien. Alors, vous posez une question essentielle. La première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre l'âge biologique et l'âge des idées. Oui. Certains sont jeunes, mais ils ont l'âge de Cro-Magnon. Donc, c'est pas une question de pièce d'identité, mais c'est les idées. Moi, je connais des jeunes aujourd'hui dont leur conception sur l'islam était dépassée déjà il y a 200 ans. Leur conception sur l'économie est dépassée. Quand je vois des gens aujourd'hui qui sont dans le déclinisme et qui veulent faire du Sénégal, et qui veulent refaire le Sénégal sans le monde et sans le futur, parce que le futur ne les intéresse pas et le monde, ils pensent qu'il faut s'enfermer, mais c'est de l'archaïsme et c'est des idées dépassées. Donc l'affaire n'est pas une question d'âge, c'est une question d'idées et de fraîcheur des idées et des idées qui sont tournées vers l'avenir et vers le temps du monde. Premier point. La deuxième chose quand même, c'est que sur ces questions, encore une fois, j'ai expliqué qu'il faut savoir rendre tribut à ceux qui ont fait le Sénégal. Oui. Moi, j'ai connu des instituteurs qui se sont battus à Goudiri en 1947, le 31 décembre. On leur a demandé de s'arrêter à Tamba pour faire des réveillons. Ils ont refusé. C'était une vocation à l'époque, l'enseignement. C'était une vocation. Ils ont tout donné. Ils ont donné, ils sont pas occupés de leur famille. Ils ont tout donné. À ces gens-là, il faut leur donner du tribut. Il y a des personnes qui ont déjà servi et je pense que avec très peu d'outils d'ailleurs. Avec très peu d'outils. Oui. Et je pense que c'est vraiment indécent de venir dire les générations, les Ibrahim Massal, tout ça, et ils n'ont qu'à aller à la retraite, mais c'est fini. Donc mais aucune crédibilité. Non, mais je trouve que c'est même pas bien. Très bien. Mais pour ne pas dire autre chose, mais c'est pas élégant et c'est pas comme ça. Très bien. Alors, la deuxième question, la politesse de l'esprit n'aime pas à vos yeux qu'un opposant invite un président de la République de la sous-région à son investiture, mais alors le président sortant, lui, il en a le droit. Et est-ce que, à votre avis, l'esprit démocratique et la souveraineté du peuple aiment ça? Moi, je pense que sur ce point-là, vous savez, il y a toujours une prime pour le président qui est au pouvoir. C'est évident.
Il a plus de moyens de se déplacer, il a plus les moyens de se faire entendre, il est plus visible, on vend plus de journaux en l'ayant en tête que d'avoir un opposant. Mais le président Wade a mis 25 ans à payer le prix mais de cette réalité-là. Mais c'est une vérité. Bon, maintenant, quand le président de la République du Sénégal, dans la politesse du cœur, mais que l'on appelle la générosité, invite son ami, l'ami dans la politesse des manières est obligé... Mais qui vient en quelque sorte lui apporter une sorte de caution au détriment des autres candidats. Ah oui, mais dans l'esprit. Il a le droit, quand il juge un bilan, mais de dire que moi je suis favorable. Et d'autant que on a le même destin. Je pense que le président Ouattara et le président de la Mauritanie, ils doivent s'intéresser à ce qui se passe au Sénégal, parce que ça les concerne. C'est une forme d'ingérence diplomatique? Non, mais c'est pas une sorte d'ingérence, mais c'est une sorte de communauté qui se construit et dans laquelle ce qui se passe chez le voisin ne vous laisse pas indifférent. Et c'est un problème de responsabilité. De la même manière, d'ailleurs, je pense que le président Macky Sall doit et certainement s'intéresse à ce qui se passe en Mauritanie et les mouvements politiques et les remous qui se passent en Gambie. C'est normal. Très bien. Alors, je vois que vous avez renoncé à votre candidature indépendante à la présidentielle. Très bien. Mais je suis un peu confus. Si je revisite un peu vos positions d'alors, quand vous qualifiez la gestion de Macky Sall de gestion clanique, familiale, ethnique, avec la complicité de la presse, vous êtes même allé jusqu'à dire que c'est une minorité au pouvoir qui fait main basse sur le Sénégal avec des slogans creux. Qui est-ce qui a changé? D'abord, je vous demande, quand vous me citez comme ça, il faut dire c'est quand, c'est où? Alors, c'est le 24 novembre 2017, dans le 10e arrondissement à Paris, et ce fut en marge d'une rencontre sur le CFA, oui, un débat sur le CFA. Vous avez rencontré la presse? Non. Pour leur en parler. Non, mais je n'ai pas rencontré la presse et j'ai fait un démenti immédiatement parce que je me suis réveillé, j'ai vu des propos qu'on m'a prêtés dans les journaux et je n'ai jamais donné de conférence de presse, je n'ai jamais invité un journaliste, je n'ai jamais invité personne. Donc les propos que vous me rapportez, je ne peux pas les assumer parce que tout simplement... Parce que ça a été dit entre quatre murs, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, mais j'ai jamais dit que ça a été dit entre quatre murs, c'est-à-dire que le journaliste qui l'a dit se présente devant moi, dire que je le lui ai dit, je l'ai dit, je me souviens pas avoir dit ça. Bon, maintenant, oui. Mais qui l'a fait et dans quel intérêt, je ne sais vraiment pas, mais je m'en préoccupe pas. Je sais que j'ai toujours dit ce que je pense à haute voix parce que je suis un homme libre et je ne dépends de personne. Et donc, je me demande à ce moment-là, qui a pu sortir ça et qui avait intérêt à ça. Vous inscrivez. Et j'ai écrit un démenti d'ailleurs, mais que le journal n'a pas publié. Mais pour des raisons... Mais ça vous dit, ça vous donne une idée de la déontologie et de l'éthique qu'il y a dans votre profession. Après, ça, je ne mets pas de jugement de valeur. Oui, non, je vous laisserai terminer, mais j'ai une petite question de 30 secondes. Elle aurait pu être pour même 30 minutes, compte tenu de son intérêt. C'est le rapport de Felwine Sarr, notre compatriote universitaire comme vous, et de la Française Bénédicte Savoie sur la restitution du patrimoine culturel africain. Plus de 90 000 œuvres d'art concernées. Il y a tout un débat en France et même des résistances, il faut le dire, dans le milieu intellectuel et politique en disant que c'est une aberration. Vous dites quoi sur ce rapport? Mais ce rapport, je l'ai lu dans le plus petit détail. Oui. Il est très bien fait, très bien documenté. Et bien entendu, mais je suis pour d'abord, la restitution. Dans quelles conditions? Mais ils vont le définir parce que même le rapport le définit. Et parce qu'on ne dit pas de manière irresponsable, il faut récupérer les arts. Donc il faut le faire, il faut le planifier, il faut le maîtriser. Et je pense que le Sénégal est en train d'inaugurer le musée des civilisations noires. Et c'est une belle occasion même pour les pays qui n'ont pas d'espace où garder ces œuvres-là, de profiter, mais du Sénégal pour les exposer. Très bien. Alors nous terminons sur... Et puis, deuxièmement, récupérer et ensuite échanger et faire circuler les œuvres parce que c'est des œuvres pour l'humanité. Alors une toute petite note pour terminer. Mais le mais de ponctuation du philosophe, cela symbolise le doute permanent. Vous ponctuez tout le temps avec mais. Non,
Non, c'est le mets du philosophe. Non, c'est mais c'est pas le mets du doute. Mais c'est un mets biologique. Oui, bon. Merci beaucoup. Au revoir. On va se lever pour céder la place à Antoine Diouf pour le journal de midi. Khalifa Diakhaté, merci. Merci Mamadou. Merci à Hadji Ibrahima Sall, économiste, ancien ministre du Plan, et qui annonce dans ce jury du dimanche qu'il soutient la candidature du président Macky Sall pour février 2019.